Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Christophe Chandelier, consultant bâtiment au CER France. Je suis parmi vous aujourd'hui, j'en suis ravi, pour animer la conférence professionnelle du bâtiment, comprendre la flambée des prix des matières premières. Donc, on va aborder le sujet et on finira par un temps d'échange et de questions en fonction de vos interrogations. Donc le sommaire de l'intervention, on va commencer par évoquer les constats, l'apparition de pénuries et de hausse de prix des matières premières en 2021. On va chercher à expliquer ces chiffres par différents facteurs, essentiellement conjoncturels, on y reviendra. On évoquera les conséquences et les impacts sur le quotidien des professionnels du bâtiment. Et on finira par évoquer les pistes qui nous permettent de nous adapter et de faire face à cette situation un petit peu exceptionnelle. Donc le constat. Le constat, il y en a plusieurs, hein, c'est que tout d'abord, on est face à des carnets de commandes qui sont globalement remplis pour les professionnels du bâtiment en ce moment, et on est en face de chefs d'entreprise qui se retrouvent en difficulté. Alors non pas à cause de l'épidémie de Covid-19 à proprement parler, mais plutôt plus récemment pour des effets secondaires de celle-ci, que sont la difficulté à s'approvisionner et la hausse des prix des matières premières. Donc cette hausse des prix, elle concerne bien évidemment les matériaux de construction, mais également les denrées alimentaires de toutes sortes, les composants électroniques, on pense aux semi-conducteurs notamment, plus récemment le pétrole et ses dérivés, et puis on a une liste de produits sous tension qui ne cesse de s'allonger. Donc d'un point de vue quantitatif, je vous présente les chiffres. Alors, c'est des chiffres qui sont issus d'une étude de l'ACAPEB qui est sortie en octobre. Et d'un point de vue quantitatif, on a 57% des entreprises interrogées qui indiquent avoir connu des pénuries de matières premières en 2021. On a des corps de métiers qui sont plus touchés que d'autres, hein, c'est notamment maçonnerie, couverture, plomberie, chauffage, hein, avec 65-67% des répondants. C'est un petit peu moins marqué chez les électriciens, mais on a quand même des taux de réponse très importants, hein, au niveau des pénuries de matières premières pour cette année. En termes de hausse des prix, alors on va survoler quelques exemples, hein, de cours, d'évolution de cours sur l'année. Par exemple, sur 2021, on a les métaux au premier semestre 2021 qui ont connu une augmentation, alors sur une année, de 108% pour les minerais de fer, 56% pour l'aluminium, 67% pour le cuivre. Donc on est quand même sur des taux considérables, hein, d'évolution de cours à 2 voire 3 chiffres. Pour les matériaux de construction, alors c'est des chiffres INSEE. On a une évolution premier semestre 2021 sur un an de 9% du boissier raboté. Les aciers de la construction s'envolent, plus 49%. Alors, ça rejoint un petit peu les cours des métaux que j'ai évoqués précédemment. Et pour les autres matériaux, granulats, ciment, béton, on est sur des évolutions qui sont tout à fait contenues, voire stables. Et puis pour les tubes et matières plastiques, de la même manière, en juin, on avait sur un an une hausse de 15% par rapport à juin 2020 et de 16% par rapport à juin 2019. Donc en fait, on est revenu approximativement au cours antérieur. Et on avait une dynamique par contre assez soutenue parce que sur juillet 2021, on avait plus 5% rapport au mois d'avant. Donc bon, c'est des chiffres qui ont déjà quelques mois, hein, mais qui ont un intérêt quand même pour illustrer les pentes d'évolution des cours de matériaux. Donc, d'un point de vue quantitatif, on se retrouve là avec 76% des entreprises qui ont répondu à l'étude de l'ACAPEB qui ont indiqué avoir connu des hausses de prix significatives en 2021. Donc, c'est aussi des taux de réponse très importants. Les corps de métier qui sont le plus touchés sont la menuiserie serrurerie. Alors, c'est un peu logique, hein, c'est des gens dont l'impact des matières premières est important dans les prix de vente et au-delà de ça, qui consomment du bois et des métaux. Plus spécifiquement. Alors c'est aussi le cas en plâtrerie, hein. J'imagine que le prix des rails a aussi une incidence majeure. Globalement, ça concerne toutes les tailles d'entreprise et ça concerne quasiment toutes les activités, hein, puisqu'on l'a déjà évoqué, le bois, le cuivre, le béton, les revêtements de sol PVC, les plaques de plâtre, la peinture, enfin à peu près tout a augmenté de manière variable, mais ça a touché quand même relativement beaucoup d'entreprises.
Et là encore, on a un petit peu moins d'impact auprès des électriciens, enfin dans leur manière de répondre, tout du moins. Donc voilà pour replacer un petit peu le contexte en quantité. Et puis on va essayer d'évoquer un petit peu les facteurs qui expliquent ces chiffres. Alors la première cause à tout ça, c'est la sortie de crise du Covid-19 et on assiste en réalité à un décalage franc entre la reprise de la demande et celle de l'offre, qui en réalité ne suit pas. Donc ça, c'est surtout lié, alors c'était le cas deuxième moitié de 2021, à la reprise de l'activité d'abord en Asie, puis ensuite en Amérique du Nord. En fait, la reprise d'activité dans ces deux territoires, dans ces deux zones, a constitué un réel aspirateur à matières premières. Effectivement, été 2020, l'économie chinoise repart en fanfare. On a une demande qui explose dans de très nombreux marchés, de produits industriels, le fer, l'acier, les produits agricoles aussi. Et puis, alors, sous tension actuellement, on a le marché du bois qui illustre, lui, plutôt la reprise nord-américaine. Et on a des prix du bois qui flambent sous l'effet des plans de relance qui, aux États-Unis, ont boosté le secteur de la construction, qui lui-même est composé il y a 80% des maisons qui sont construites en bois. Donc la reprise américaine dans la construction a une forte incidence. Et on a aussi une politique de Donald Trump vis-à-vis du bois canadien, puisqu'il avait prévu, l'ancien président, de taxer le bois canadien, qui était le principal fournisseur de bois de son pays. Et ça a amené les entreprises américaines à s'approvisionner en Europe, donc provoquant une raréfaction et puis une hausse en flèche des cours, des prix. Donc on se retrouve clairement face à une situation qui est de l'ordre de l'inadéquation entre l'offre et de la demande. C'est pour ça qu'on dit que les facteurs sont surtout conjoncturels. Il y a d'autres facteurs macroéconomiques qui expliquent un peu ces chiffres. On va en parler, alors notamment la baisse du dollar. Alors bon, ça c'est un peu loin de nos perceptions locales, mais globalement le dollar est la référence en fait en internationale en ce qui concerne le prix des matières premières, et en général, sa baisse entraîne une hausse des prix des matières premières et inversement. Donc c'est un phénomène monétaire. On a aussi à ça une dimension spéculative qui vient s'ajouter, puisque les marchés les plus financiarisés, où il y a le plus gros volume d'échanges, intéressent particulièrement les investisseurs, et à plus forte raison quand les investisseurs habituels délaissent un peu la bourse de peur d'une déconfiture. Et donc en fait, ils se sont retournés, les investisseurs, massivement vers les marchés des matières premières. Donc ça explique aussi la tension qu'il peut y avoir sur l'aspect spéculatif. On a eu le blocage du canal de Suez en mars pendant 6 jours, donc ça n'a fait que désorganiser un peu plus le commerce mondial, qui est assuré à 80% par la voie maritime. Et dans ces 80%, une grosse partie passe par le canal de Suez, notamment en provenance d'Asie. Et puis, bon, on a les intempéries. Alors, les intempéries, ça a plutôt une incidence sur les matières, sur les produits agricoles. Et puis, on a également un phénomène de transfert de la consommation des ménages. Alors, les ménages ne pouvant plus consommer beaucoup de services se sont retournés vers les biens qui eux-mêmes absorbent beaucoup de matières premières. Et il est vraisemblable qu'il y ait un effet assimilable au niveau des travaux et du bâtiment. Donc, on va y revenir un peu après. Et globalement, on a quand même une rapidité de la reprise qui a surpris beaucoup d'acteurs en fait, et producteurs et transporteurs, qui avaient dans le même temps réduit leur capacité. Donc c'est la dynamique de reprise qui a un peu surpris tout le monde et qui aussi participe en fait à cette tension au niveau des matières premières. Donc bon, vous l'avez bien compris, tout ça, ce sont des critères divers et variés, macroéconomiques, mais qui ont pourtant des répercussions très très concrètes sur le quotidien des artisans, et puis par extension des consommateurs finaux que nous sommes tous. Alors à l'échelle nationale, il y a 2-3 choses intéressantes quand même. C'est que on est sur un retour au niveau d'activité d'avant-crise, puisque si on compare le premier semestre 2021 avec le premier semestre 2019 pour l'activité globale bâtiment, on est sur des niveaux équivalents, voire avec une légère croissance. Donc ça signifie clairement, premier semestre 2021, on est retourné à des niveaux d'activité d'avant-crise. Et on a un deuxième schéma qui illustre aussi la pente de la reprise. Et puis on voit que deuxième trimestre 2021, on a enregistré une envolée de l'activité de 37%, en comparaison avec la baisse du deuxième trimestre 2020, qui elle avait connu une baisse de 24%. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le rebond de 2021 est en réalité plus vif
que la reprise de 2020. Donc bon, ça fait un petit peu écho à ce que je vous présentais précédemment sur le contexte international, hein. On a une demande qui est très forte et une offre de matières premières qui a du mal à suivre, en fait, à retrouver ses niveaux de production et puis qui rattrape le retard au fur et à mesure. Donc ça a une incidence sur les cours. Alors les conséquences de tout ça, c'est des tensions en fait, hein, des tensions et des effets très concrets sur le quotidien des entreprises, des difficultés d'approvisionnement qui obligent les professionnels ou à retarder ou à annuler les chantiers ou les livraisons faute de produits. On a effectivement 67% des entreprises interrogées qui ont indiqué avoir connu des retards ponctuels de chantier en 2021. Et on a à peu près un quart, un peu moins d'un quart des entreprises qui ont reporté des chantiers. Et on a un tiers des entreprises, 29%, qui ont connu des perturbations dans leur processus d'approvisionnement, donc ont été amenés à revoir leur manière de s'approvisionner. Donc concrètement, tout ça, ce sont des décalages qui génèrent des facturations en moins. On a des plannings qui sont difficiles à gérer, des pénalités de retard potentiellement sur certains chantiers, et puis globalement des clients qu'il faut rassurer ou calmer, quoi. Donc effectivement, les perturbations du quotidien sont réelles et ont des répercussions très très concrètes sur les plannings. Donc il y a un deuxième volet, c'est le volet économique qui est non neutre, puisque effectivement l'aléa sur les matières premières, en général, il est plutôt maîtrisé dans le bâtiment, puisque les hausses ont tendance à être régulières, annuelles et rarement brutales. Et donc le secteur est assez peu habitué à faire face à de telles perturbations. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. De plus, on a un cycle vente-production qui en général est assez long, qui s'étale sur plusieurs mois. Et ça conduit, mais c'est normal, hein, c'est la marche normale des choses, à des décalages entre les périodes d'études et les périodes de passation des commandes d'achat. Et donc, de ce point de vue-là, le secteur est très, très sensible aux évolutions brutales des cours de matières premières, évidemment. On a une hausse des prix qui est difficile, voire impossible à répercuter quand les devis ou les appels d'offres sont signés depuis plusieurs semaines. Donc ça, c'est la notion de contractualisation. On a un engagement à une date et la production est différée dans le temps. Donc ça pose problème. On n'a pas forcément la possibilité de répercuter cette hausse des prix. Et donc, on a 26% des entreprises qui ont indiqué avoir pu répercuter cette hausse des prix. Donc ça laisse quand même une majorité des entreprises n'ayant pas ou partiellement pu le faire. Donc ça, c'est pas neutre, hein, puisque ça entraîne mathématiquement une diminution des marges pour l'entreprise, hein, inévitablement, et donc potentiellement des tensions sur les résultats de cette année. On peut décemment s'y attendre. Et c'est d'autant plus vrai que la situation est encore plus contraignante pour des chantiers qui peuvent parfois être vendus avec des coefficients de bénéfices et aléas faibles. Bon, ça c'est pareil, hein, ça fait partie du jeu. Il y a des chantiers qui sont plus ou moins bien vendus et qui sont plus ou moins à même d'absorber un aléa de matières premières ou de production. Bon, là, en l'occurrence, c'est la matière première, mais dans les carnets de commandes, il peut y avoir des disparités, des chantiers plus ou moins sensibles. Donc voilà pour le volet économique des choses. De manière plus générale, on se retrouve avec effectivement des tensions grandissantes avec les clients et les fournisseurs, hein, des retards de planification et puis des tensions, l'obligation de suivre de manière inhabituelle la relation avec les fournisseurs. On a aussi potentiellement un effet de surstockage et un effet d'aubaine pour certains secteurs. En gros, les entreprises peuvent être tentées de surstocker pour se prémunir et ça augmente l'effet de rareté. C'est exactement le même mécanisme quand on se précipite à la pompe à essence à l'annonce de pénurie. Donc voilà, ça entretient un cercle vicieux. Et il y a un risque de ralentissement de la demande qui, pour l'instant, semble pas se manifester de trop dans les carnets de commandes, mais qui pourrait bien arriver, hein, de crispation de la demande des clients qui reportent leur chantier, leur projet. Et c'est quelque chose quand même qu'on peut s'attendre à voir dans les temps qui viennent. Alors, les pistes de travail.
Il y en a plusieurs. On va commencer par évoquer celles qui sont institutionnelles, si on peut dire. Donc, les leviers d'action de l'État, ils sont quand même relativement faibles hein, face à cette situation, puisque bon, il s'agit d'une économie mondialisée et qui répond quand même plus ou moins aux règles classiques de l'offre et la demande. Donc, ceci dit, consigne a été donnée aux acheteurs publics de renoncer à l'application des pénalités de retard. C'était une annonce qui avait été faite il y a quelques mois. Donc, c'est à destination des marchés publics, hein, puisque la consigne est pour les collectivités, et donc elle concerne les entreprises du BTP qui traitent des marchés publics. Bon, cette mesure, elle vise à protéger les entreprises du BTP, bien sûr, à ne pas rajouter de la charge sur la charge. Donc ça, c'est le premier aspect. Et il y a eu effectivement aussi un comité de crise de mis en place pour remonter les comportements anormaux au sein de la filière. Bon, c'est une instance sans pouvoir réel de sanction, hein. C'est un comité interprofessionnel qui n'a qu'un rôle politique en fait hein, d'encouragement des bonnes pratiques. Donc bon voilà, c'était les actions qui ont été mises en place. Et au niveau des entreprises, par contre, l'enjeu, hein, c'est une évidence, mais le but c'est de s'adapter au maximum à cette période très perturbée afin de limiter l'impact économique de la fonte des marges. Bon, malheureusement, il n'y a pas de baguette magique. Il y a cependant plusieurs pistes qui font sens, hein, et donc on va parler un petit peu. La première, c'est de réduire la validité des devis. Je pense que c'est une mesure qui a été assez largement utilisée. Réduire la validité des devis, 1 mois, 2 mois, enfin peu importe, on fait bien comme on peut ou comme on veut. L'essentiel, c'est de s'y tenir et puis de pratiquer la révision le cas échéant. Donc c'est important de le souligner. C'est intéressant aussi de tenir sa bibliothèque de prix à jour, sa bibliothèque de prix d'achat. Donc idéalement en informatisant le procédé hein, pour importer le fichier fournisseur dans son logiciel d'étude de prix par exemple. Globalement, d'être sûr que quand on chiffre, on le fait avec des bons prix d'achat. Et puis systématiser potentiellement les demandes de prix, même pour les matériaux courants, pour lesquels on n'avait pas forcément l'habitude de faire des demandes de prix. Alors, chiffré avec un fort taux de bénéfices et aléas. Effectivement, on peut l'encourager, hein, vu que les carnets de commandes sont quand même plutôt garnis. La période est quand même assez faste. Donc, favoriser globalement les marchés où la pratique d'un taux fort de bénéfices est possible. Donc, c'est facile à dire. Hein, dans les faits, c'est pas forcément toujours évident. Bon, ça nécessite aussi d'avoir une bonne pratique de l'étude de prix dans l'entreprise et c'est pas si fréquent que ça. Ceci dit, bon, c'est quelque chose qui s'envisage. Pour le carnet de commandes qui est déjà vendu, ça fait sens également d'identifier les chantiers vendus avec un risque élevé. Alors, c'est les chantiers vendus, pour le coup, avec un taux de bénéfice faible et ou une part de matériaux particulièrement importante. C'est les chantiers, inévitablement, qui seront les plus sensibles. Et c'est plutôt sur ces chantiers-là qu'on va tenter ou de négocier des reports avec les clients, pourquoi pas l'abandon, hein, même si tout ça est difficile dans le cadre des relations commerciales. On peut toujours imaginer renégocier les prix de vente, mais ça restera du gré à gré et puis pas franchement quelque chose de facilement envisageable. Et puis dernier point, on peut aussi envisager de regrouper, d'anticiper les approvisionnements. Alors autant que possible, limiter la rupture de charge en fait. Hein, donc bon, essayer d'anticiper les achats le plus tôt possible. Il y a des questions de trésorerie derrière tout ça, et puis potentiellement de lisser les coûts annexes de logistique sur des plus gros volumes d'achat. Donc globalement, de grouper les achats. Donc ça, c'est des pistes qui sont envisageables à l'échelle de l'entreprise, et puis on peut en imaginer quelques autres à plus long terme qui peuvent être globalement de se pencher sur une réflexion sur sa chaîne des achats. C'est pas inintéressant d'étoffer son carnet de fournisseurs, d'essayer de maintenir des relations variées avec divers fournisseurs pour justement avoir plusieurs interlocuteurs hein, dans les moments qui se tendent un petit peu. En gros, d'essayer de maintenir des relations avec plusieurs personnes, chercher des alternatives, des matériaux de réemploi, de substitution, enfin réfléchir un petit peu à sa chaîne des achats dans sa globalité. Alors à plus long terme aussi, il y a la fiabilité, fiabiliser la pratique du prix dans l'entreprise, hein, avoir les bons points de repère de coût de revient par chantier. Bon, moi, c'est la notion de débourser, hein, vraiment rentrer ça dans la pratique courante de l'entreprise pour vraiment arbitrer les coefficients de bénéfices et aléas des chantiers qu'on vend, puisqu'on voit il y a des écarts très importants dans les carnets de commandes sans qu'on le sache forcément. Et il reste une dernière possibilité qui est de revoir ses conditions générales de vente.
pour y intégrer des clauses d'actualisation ou de révision des prix. Alors, c'est courant dans les marchés publics, voire parfois obligatoire, ça l'est beaucoup moins dans les marchés privés. En fait, c'est des clauses qui permettent, pour faire simple, de revaloriser les prix de vente à différents moments de l'exécution du contrat. Pour faire très rapidement. Alors, ça nécessite quand même l'intervention d'un juriste en droit des affaires, parce que c'est des domaines qui sont très pointus en termes juridiques. Et bon, les acteurs privés sont quand même beaucoup moins habitués et enclins à accepter ce type de clause. Ceci dit, elles existent et elles restent disponibles en fait dans l'escarcelle des mesures que l'on peut prendre. Il y a un enjeu commercial évidemment non négligeable à intégrer ça dans ces conditions générales de vente, mais je me devais quand même de présenter cette possibilité.